Émery Tremblay. Né à Saint-Blaise, comté de Saint-Jean, le 4 décembre 1927. Ma mère s'appelait Thérèse Lorrain et était la 9e d'une famille de 10 personnes, de 10 enfants. Mon père était le 2e d'une famille de 5. Du côté de ma mère, de mon grand-père Lorrain, c'est un homme qui était commerçant d'animaux à ce jeune âge, et mon père était cultivateur. Les ancêtres de mon père, les Tremblay, venaient des États-Unis. Ils viennent tous de Baie-Saint-Paul, mais par contre, c'est les Tremblay qui avaient immigré dans les États-Unis dans les 1800. Il y en a un, mon arrière-grand-père, s'appelait Paul. Lui, il est venu s'installer à Saint-Édouard de Napierville, dans le rang des Sloan. Il a marié une Québécoise. Et puis, après ça, ben là, mon grand-père, Anatole Tremblay, demeurait à l'Acadie. Du côté de ma mère, ils demeuraient tous à Saint-Blaise. Ma mère est née à Saint-Blaise, moi je suis né à Saint-Blaise. Alors, c'était tout du monde de Napierville, tout le coin de comté de Saint-Jean et le bord de Napierville, côté sud de Napierville. Mes études ont été faites en anglais. Il y avait l'école de la paroisse catholique française n'était pas dans sa zone, c'est-à-dire qu'elle était au village, et l'école était supposée être en face de l'école anglaise. Et le curé du temps et d'autres commissaires n'ont pas voulu déménager l'école, alors mon père nous a tous envoyés, nous étions 3 enfants. J'ai un frère Léo, une sœur Fernande, mon frère est décédé il y a 8 ans. Alors, on a fait nos études à l'école anglaise. Durant la 3e année, ma grand-mère était très malade, alors on a déménagé dans le même rang, mais à 4 000 plus loin. Alors là, il y avait seulement l'école catholique. Alors j'ai été 5 mois là à l'école française catholique. Après ça, de retour à l'école anglaise. Alors j'ai fait mon cours primaire à l'école anglaise, et après ça, j'ai fait 3 années au collège Feller. C'était les années dures, ça. C'était les années 37, 36, 37, 38, 39. Alors, il fallait travailler sur la ferme. En plus de ça, ben, mon père était cantonnier. Mon père était cantonnier dans le temps de Tachereau. C'est pour ça un petit peu la politique. Là, vous allez voir que j'ai suivi ça assez de près. Et puis, on avait la ferme. Alors, il fallait travailler sur la ferme. Alors, les 3 ans de collège que j'ai fait, il n'y a pas une année qui a été terminée. On commençait au mois d'octobre. Dans ce temps-là, ce n'était pas des crédits comme aujourd'hui. On commençait au mois d'octobre au lieu de commencer en septembre, à la fin d'octobre. Et on terminait au début d'avril pour commencer à faire les semences. Ou travailler à la voirie qu'on appelait dans le temps. Alors, je peux vous dire que c'était 6 ans d'école primaire, 3 ans de collège non terminé. Pas de menterie, c'est la vérité, c'est ça. Alors, on travaillait sur la ferme. Mon père avait un camion, et puis on travaillait pour la voirie. Alors, dans les années 30, ben, il y avait la voirie, et puis en 1936, ben, le gouvernement Tachereau s'est fait battre. En 1935, s'est fait battre, et après ça, c'est M. Godbout, qui était chef libéral, et puis il s'est fait battre par Duplessis en 1936. Alors, je peux vous dire que le lendemain matin, maintenant, je crois que quand ça change de gouvernement, ça prend au moins 2 semaines avant de couper les têtes. Mais dans ce temps-là, le lendemain matin, 6h30 du matin, les pelles, la gratte, tout sortait de la cour. Alors, j'ai vu ce que c'était la politique et de voir son père pas mal à l'aise parce qu'il ne pensait pas que c'est, premièrement, de perdre ses élections. Et deuxièmement, il croyait que ça prendrait au moins 1 semaine pour panser les plaies avant de perdre sa job. En tout cas, c'était la vie du temps. Mais on a toujours suivi la politique pareil. En 1939, Godbout reprend le pouvoir. Pour ça, je veux vous dire, la politique, pourquoi j'ai toujours été intéressé à la politique, c'est qu'à ce moment-là, en 1939, j'avais 12 ans. Mais donc, c'était tout un événement quand Godbout venait à Saint-Jean faire son discours électoral. Puis dans ce temps-là, ben, ça y allait pas avec le dos de la cuillère. Il n'y avait pas de télévision. Je vous dis que les adversaires, ça se faisait descendre. Duplessis, d'ailleurs, la même chose. C'était
un party. Duplessis venait à Saint-Jean, au parc marchand, puis il y avait autant de libéraux d'ailleurs qu'il y avait de l'Union nationale, mais c'était l'événement. Alors, comment voulez-vous que je ne vive pas ça? C'est que mon père était cantonnier, libéral, et puis ben, j'ai été élevé là-dedans, dans cette famille-là. Mon père est de la politique, il en mangeait 3 fois par jour. Je crois qu'il se serait passé de repas. Alors, faire en fin de compte, ben, en 1946, là, la ferme, j'étais pas... j'étais assez doué, j'étais pas malhabile, mais j'aimais pas tellement ça, parce que je trouvais que c'était toujours à recommencer. Le printemps, les semences, après ça, les récoltes, après ça, les labours, puis en tout cas, on était toujours à recommencer. Alors, en 1946, la guerre venait de terminer, puis mon père, comme il était cultivateur, avait fait la demande d'avoir un camion, un permis du fédéral. Je crois que ça prenait le permis du fédéral pour avoir le droit d'acheter un camion neuf. Alors, il a eu son permis, et puis le camion arrive en 1946, puis j'avais 18 ans dans le temps. Je dis à mon père, je dis, maudit, tu devrais me laisser acheter le camion, puis moi, ben, il y avait pas mal de travaux, la voirie. Alors, j'ai dit, je vais aller, je gagnerai bien avec ça, je commencerai. C'est sûr que l'argent était rare. Parce que mon père avait des fermes, puis vous savez, dans ce temps-là, les cultivateurs, quand il y avait 2000 $ qui rentraient, ils achetaient une ferme. Et puis, on achetait des fermes. À un moment donné, on s'est réveillé, on avait 400 arpents-de-terre, avec des belles granges à compte français, puis tout ça, mais c'était toujours à recommencer. C'est-à-dire, pour moi, je trouvais toujours que je pouvais faire d'autres choses. Alors, c'est ça qui est arrivé. J'ai acheté, le père m'a dit, bon, OK, correct, prends-les le camion. Mais là, c'était pas drôle, là. Là, c'était la monnaie. Là, ce camion-là, tout le monde le voulait à Saint-Jean. La carrière, Bernier, Ouimet, Friodor Ouimet, un de mes anciens amis, bien, ils voulaient le camion. Les camions étaient rares. Fait que là, le garagiste demande, il dit, oui, va te vendre le camion. On avait le permis. Mais il dit, payez comptant. Oh mon Dieu, ça, puis une brique, c'était à peu près la même chose. Alors, je dis au garagiste, attends-moi 10 minutes. Je pars, puis je m'en vais à la Banque Royale. Je vais voir le gérant de la Banque Royale à 18 ans, on va dire que... Fait que j'ai dit, écoutez, ça me prend 2000 $, le camion, c'est 2040 $. J'ai dit, moi, j'ai 40 $ à donner, vous, il faut me prêter 2000. Alors, mais il me regarde, oui, mais tu es jeune. Il dit, oui, je suis jeune seulement. J'ai dit, j'ai tout conduit le camion de mon père, puis j'ai dit, j'aimerais ça, puis j'ai dit, je suis sûr que je vais arriver. Fait que là, il me regarde comme il faut. Il dit, vas-tu me payer? Je dis, je vais vous payer. Compris, hein? Je dis, je vais vous payer, je vais vous payer. Alors là, je pars, puis je commence à travailler. Puis là, je m'en vais chez les travaux. La politique encore, vous savez. Là, je m'en vais chez les travaux pour travailler avec mon camion, pas capable de travailler. Je fais un voyage, le chef cantonnier, Union nationale, vient. Non, Tremblay, on a trop de camions. Bon, je m'en vais travailler dans Iberville, encore la même chose. Je m'en vais dans Napierville, qui était Hercule Riendeau, qui était député. Lui, il vient me voir, puis il dit, écoute, tu fais le travail de nos comtés. Ben moi, mais vos camions viennent dans le comté de Saint-Jean quand on a des travaux, puis nous autres, vous ne voulez pas qu'on vienne ici. Mais il ne voulait pas me le dire. Mais son idée à lui, il savait que mon père était libéral. Moi, je n'avais pas voté encore, j'avais 18 ans. Alors, faire une histoire longue qui écoute, on va voir Paul Beaulieu un bon lundi matin. Puis il y avait M. Dugré, qui était son chef de cabinet, là, secrétaire. Là, je lui ai dit, écoutez, je viens d'acheter un camion. Le camion n'est pas payé. Puis j'ai dit, vous ne me laissez pas travailler nulle part, je ne peux pas travailler. J'ai dit, là, je vais prendre le camion, je vais le porter en face de la porte de la Banque Royale, puis je vais mettre une annonce dessus que je ne peux pas travailler. Tout pour moi, mon père était libéral. J'ai dit, moi, je veux gagner ma vie. Fait qu'il appelle son secrétaire et dit, appelle le chef cantonnier, le dit que Tremblay, il faut qu'il travaille sur tous les contrats qu'on a, les travaux de gravelage dans le temps. Bon. Fait que ça, c'était une affaire qui était réglée. Fait que j'ai continué. Là, je suis venu à bout de travailler, puis j'ai fini de payer mon camion le 16 novembre, la même année. Fait que là, j'étais en voiture. Là, j'ai dit, ça va bien. Fait que l'année suivante, j'ai vendu ce camion-là, j'ai racheté un autre gros camion White.
en 1947. Et puis, là, on avait encore pas mal de travail, mais j'avais encore de la misère à travailler. Aussitôt que j'arrivais sur des travaux, il y avait toujours quelqu'un pour dire, ben, Tremblay, t'es pas libéral, puis ici, puis ça, en tout cas. À la fin, à l'automne 47, me marie, mon épouse, Thérèse Deranlot, et puis de cette union, on a deux fils. On a eu Michel, 14 de mars 51, et puis Pierre en 1954. D'ailleurs, j'ai perdu mon fils, le plus vieux, l'an dernier. Deux fils sont nés. Et puis, en même temps, ben, quand je me suis marié, moi, j'ai été chanceux. J'ai marié 3 femmes. J'ai marié ma femme, ma belle-mère, puis la grand-mère de ma femme. Alors, en 1948, j'ai déménagé à Montréal, parce que je me suis aperçu que, au début de 1948, j'ai déménagé à Montréal, parce que je me suis aperçu que dans les comtés ruraux, là, un libéral avec le fait du transport, du camionnage, là, c'était pas mal difficile à gagner sa vie. Alors, quand je me suis emmené à Montréal. Puis à Montréal, c'était une dure adaptation. Je peux vous le dire que 48, après l'élection de 48, dans ce temps-là, il y avait de l'ouvrage, une élection à 1 an avant l'élection et l'année de l'élection. 2 ans après, c'était bien tranquille. Alors, 48, 49, 50, ça allait très mal. Bon, là, j'avais 2 camions, puis après l'élection de 48, c'était impossible je ne pouvais pas faire mes paiements. Alors, j'ai vendu un à Poupard, puis j'ai vendu un autre à M. Strainneau. Alors, je me suis trouvé à m'en sortir pas trop mal. Alors, ben là, il n'y avait plus de l'argent, c'était sec. Là, je demande à ma belle-mère, d'ailleurs, c'était pas loin, on demeurait dans la même maison, je dis, allez me prêter 600 $, puis je vais faire l'achat d'un automobile, puis j'ai dit, je vais me chercher un permis de taxi pour faire une transition. J'étais dans le transport, puis je connaissais des types qui étaient dans le taxi. C'était pas beaucoup d'argent, mais l'argent rentrait tous les jours. Alors là, je pouvais commencer en 51. Pour ça, j'avais un enfant qui venait d'arriver au monde. Alors, c'était assez difficile, mais j'ai dit, je vais faire 1 an dans le taxi pour me stabiliser moi-même. Aujourd'hui, on dit, on prend 1 an pour faire d'autres choses, mais moi, c'était pour me stabiliser. J'ai dit, en même temps, on gagnait 3 pas par jour, nos repas. Fait que là, quand j'ai vu ça, en 1951, j'ai fait du taxi. Après 51, j'ai gardé le taxi, mais je suis allé travailler pour Spino Construction. Alors, j'ai commencé chez Spino Construction en 1952 jusqu'à 1956. Mais l'année 1952, pour revenir aux élections, c'est que j'ai fait l'élection dans Montréal-Laurier. C'était Michel Normandin, qui était commentateur des sports pour le hockey, qui était candidat libéral. Puis j'avais travaillé assez près de lui, j'étais jeune homme dans le temps. Et puis, j'avais pris toute une belle expérience. J'avais aimé ça, puis en même temps, ben, j'avais beaucoup plus de temps. Quand j'avais mes camions, ben, j'avais pas tellement de temps, parce qu'on travaillait le soir, il y avait des réparages, tout ça. Mais en travaillant pour la compagnie, on fait ici à 6 heures, ben, on aimait notre veillée pour aller rencontrer des gens, pour faire la politique. Premièrement, ben, c'était enrichissant, parce qu'on connaît du monde, on jase avec du monde. Et puis, on avait perdu avec Michel Normandin. En 1956, il y avait, c'était un avocat, le nom m'échappe, là. J'ai participé à la campagne électorale encore, pour prendre de l'expérience. On commence par poser des pancartes, ces poteaux. Après ça, on commence à travailler dans les listes électorales. On se fait des amis, tout ça. Puis pour moi, c'était très enrichissant, vu que jeune, j'avais été élevé dans un bassin politique. Le sport du temps, c'était la politique, et la radio, et le samedi soir, la partie de hockey à radio. Alors, il n'y avait pas grand-chose. La politique, c'était réellement là, une activité qu'on avait à suivre. Fait que là, j'ai travaillé pour Spino Construction jusqu'à 1956. Là, j'étais contremaître. J'étais opérateur de pelle mécanique. J'étais opérateur de bélier mécanique, bulldozer, si vous voulez. Je faisais tout en plus d'être contremaître. Mais je peux vous dire que c'était une école fantastique. J'ai été très bien payé. Des bonus aux fêtes, on avait des bons salaires et puis bien traités. Alors, pour moi, là, ça a été ces 4 ans-là avec la compagnie Spino, enrichissant. Et puis,
travailler avec d'autres mondes, là, on apprend. Il y avait d'autres méthodes de travail, tout ça, puis j'étais très heureux d'avoir passé 4 ans là. En 1956, mon frère, durant tous ces temps-là, moi j'avais commencé à racheter des camions au début de 56. Puis mon frère avait 12 à 15 camions à ce moment-là. Puis moi, ben, j'étais rendu, là, j'avais racheté 3 camions dans l'été 56. Les travaux, ça fonctionnait. Alors, tiens, mon frère, je vais me joindre avec toi avec mes 3 camions, et puis, m'engager 3 chauffeurs, puis ils m'ont servi de contremaître pour aller sur les travaux, puis j'ai dit, on va travailler ensemble. Alors, on a travaillé comme ça jusqu'à 1959. En 1959, mon frère avait sa compagnie. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai pris mes 3 camions, j'ai joint ça à Léo Tremblay Transport, j'ai acheté des actions. Puis là, ben, j'étais vice-président de la compagnie, lui président. Puis là, on a monté ça, aller jusqu'à 1962. On a monté ça à 65 camions, 5 souffleuses à neige, des autoniveleuses, je crois qu'on avait 6 ou 7. Et puis, on avait les contrats de neige. On a fait beaucoup de contrats de neige. La voie élevée ici, on a fait ça pendant 4 ans. On a fait beaucoup de travaux de neige et de construction, tout ça. On a bâti une très belle affaire. En plus de ça, ben là, j'avais encore un peu de temps. Je faisais partie de la Chambre de commerce, membre fondateur du Club Richelieu Henri Bourassa, chevalier de colon. C'était toutes des affaires pour être avec les gens, pour contacter des soupers, des Richelieu, tout ça, puis faire des bons amis. Puis, on pouvait toujours, sans trop en mettre, mais mélanger un petit peu de politique avec ça. Ça ne nuisait pas pour l'avenir. Et puis, en 1960, ben là, il arrive l'élection de 60. Là, on avait passé les autres élections. Puis l'élection de 60, ben là, on a travaillé pas mal plus fort. Et puis, c'était pas facile en 60. Je veux dire que l'Union nationale avait encore une machine qui était très forte. Mais on avait un chef, des candidats qui étaient très forts. C'était très fort. Je me rappelle, M. Lesage avait ouvert sa campagne à Louisville en 1966, puis j'étais allé avec... en 1960, excusez, puis j'étais... j'ai dit à ma femme, le dimanche après-midi, viens, je dis, on s'en va voir ça. Alors, ça a été... vous savez, quand tu aimes la politique, M. Lesage, à ce moment-là, avait 50 ans, je ne sais pas, mais il faut dire qu'il était orateur, et puis... Encore là, il n'y avait pas de télévision, puis ça faisait plus fort. Je vous dis franchement, là, qu'il n'y avait pas peur. On avait notre argent. On sortait de là, on avait notre argent. Alors, ben, en 1960, ben, j'ai travaillé pour Jean Meunier. Nous autres, c'était Bourget dans le temps, comté de Bourget. Jean Meunier, puis il y avait un de mes amis à Saint-Jean, j'avais été élevé, puis il était plus âgé que moi, Philodore Ouimet. Et puis, je partageais mon temps en Saint-Jean, parce que j'avais été 3 semaines sans travailler. Je disais à mon frère, j'ai dit, lui, il aimait la politique, mais il aimait un petit penchant du côté bleu, un petit peu. Fait que, moi, ben, puis c'était pas comme moi souvent, il y en a qui pensaient que c'était arraché. Non. Du côté de ma mère, c'était des unions nationales, ben, c'était tous des libéraux un temps, mais quand c'est arrivé 36, là, ils ont tout retourné l'Union nationale. Et puis, mon frère Léo avait 8 ans plus vieux que moi, plus âgé que moi, alors lui, il a bifurqué avec l'Union nationale. Moi, je suis resté dans le camp libéral. Je suis bien heureux aujourd'hui, mais en tout cas. Fait que là, ben, j'ai dit, si toi, tu ne veux pas travailler, moi, je travaille. Fait que je partageais mon temps entre Philodore Ouimet, comté de Saint-Jean, que je suis né, que je connaissais beaucoup de monde dans le temps, et le comté de Bourget, ici à Montréal. Alors, à la fin, le soir, on avait gagné dans Saint-Jean, pas moi qui avait fait gagner, en tout cas, mais j'avais fait ma part. Et puis, en 1900, après ça, ben, M. Meunier avait été élu avec une belle majorité dans Bourget. Alors, les libéraux au pouvoir. En 1962, je vends mes actions de Léo Tremblay Transport à mes 2 neveux. Parce que je voyais les neveux commencer à prendre de l'âge, à vouloir travailler, tout ça. Et puis, on était les 2 frères. Fait que je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de monde de la même famille. Alors, j'ai dit à mon frère, moi, ça te fait rien. Je venais du sud, le printemps du mois d'avril. J'ai dit, si tu veux, je vais te vendre, des actions. J'ai payé raisonnable. J'ai dit, pour tes 2 fils.
Fait qu'on a fait ça à l'amiable, puis on a dit oui, ça marche, puis bon, fait que j'ai vendu ça, j'ai vendu à mes deux neveux. C'est à ce moment-là que j'ai j'ai acheté une dizaine de terrains au coin de boulevard L'Archevêque et Forêt à Montréal-Nord. Puis j'ai construit une bâtisse de 9000 pieds planchers. Et puis j'ai parti Pneus Tremblay Montréal Limité. Je pense que c'est le meilleur coup que j'ai jamais fait de ma vie. Et puis ça me donnait, c'était avec le peuple, la clientèle, c'est quelque chose que j'aimais. Alors, c'était pour moi, je crois, le meilleur coup que je n'ai pas fait parce que c'était une réussite. Et ça me donnait du temps, parce qu'en 1962, l'élection de 1963, Montréal-Nord s'en venait. Et puis, j'avais un bon ami qui était Yves Ryan, qui était journaliste au Guide de Montréal-Nord. Et puis, tant que je construisais mon commerce, il arrêtait de me voir à tous les jours. Puis on jasait, puis on parlait de politique, parce qu'en 60, il y avait eu un groupe qui était présenté, puis il n'avait pas réussi. Puis moi, j'avais dit à M. Ryan, j'ai dit, si on veut gagner une élection, il faut commencer d'avance. Fait que là, en 62, là, Yves Ryan passe chez moi, puis on jasait. Fait que là, j'ai dit, si on veut gagner l'élection municipale de l'automne prochain, au mois de novembre, j'ai dit, Yves, il faut commencer tout de suite. Fait que là, on a été un an, là, un an et demi, parce que c'était en novembre après, un an et demi, un an et 5 mois. Là, il faut dire qu'on a travaillé fort. On a formé le parti, on a le Renouveau Montréal, le Renouveau de Montréal-Nord, on a les candidats, Ryan, on l'a choisi, puis après ça, moi, j'ai été choisi comme candidat conseiller municipal. Mais là, c'était une préparation parce qu'on avait encore l'autre machine. On avait encore la machine Union nationale. Et puis, ils étaient tous en place. Puis, on avait celui qui était maire, c'était un libéral, c'était Roland Filion. Mais on n'était pas sur les mêmes longueurs d'onde. Dans notre Filion, c'était un bon garçon, mais seulement, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Alors, pendant cette année-là, de 62 à 63, on a travaillé, j'étais à mon commerce. Encore, ça m'aidait beaucoup parce que j'avais un contact avec les gens à tous les jours. Et puis là, en 1963, le 4 novembre, on est élus majoritairement au conseil. Le maire et 3 conseillers. Mais à ce moment-là, il y avait 6 conseillers. Et puis, c'était nos quartiers, il y en avait 2 par quartier, il y avait 3 quartiers. Puis ça allait donc bien. C'est parce qu'on ne se pliait pas ses pieds. Puis, la population, d'ailleurs, depuis ce temps-là, a monté, je crois, jusqu'à 80 quelques mille. Dans ce temps-là, c'était à peu près 60 000. Mais là, elle est rebaissée en bas. Voyez-vous, la population a baissé un peu. Mais de toute façon, ça a été encore, sur le plan politique, une expérience, avec toutes mes expériences que j'avais travaillé dans les comtés, que j'avais commencé à poser des pancartes, puis à travailler dans les listes, puis travailler sur les téléphones, puis tout ça. Ça m'a aidé pour me faire élire conseiller. Le plus drôle, quand je me suis présenté conseiller municipal, il y avait le maire de Saint-Michel, M. Bergeron, puis il y avait d'autres gens que je connaissais, puis ils disaient « Georges, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas te faire battre. Présente-toi pas là, tu viens d'arriver à Montréal-Nord, parce que je demeurais dans Villeray avant. J'étais arrivé à Montréal-Nord en 55, et puis c'était en 63. Parce que Montréal-Nord, c'était une population des gens. Ça fait longtemps qu'ils demeuraient là. Vous savez, les quartiers Saint-Vital, Saint-Gertrude, vous savez, c'était des vieux quartiers du nord de la ville. Après ça, ça s'est reconstruit en venant vers la voie ferrée, vers le sud. Fait que, de toute façon, je dis, attendez-moi, là. J'ai dit, on va compter les votes le soir. Attendez qu'on compte les bulletins. Je vais voir, je dis, on va gagner. On a gagné, mais on a travaillé. Je montais des 3e étages, je faisais du porte-à-porte, 3 étages, il n'y a pas d'ascenseur. Et puis, j'allais demander aux gens, venez voter. S'il vous plaît, venez voter. Là, ils me regardaient. Venez voter, celui vous pensez qu'il va être le meilleur. J'ai dit, venez voter, pour pas que personne vote à votre place. Fait que bien souvent, c'était la madame qui répondait, vous vous dérangez pour monter 3 étages, on va se déranger pour aller voter. Ça, c'était pas mal sûr du vote. Fait que ça, c'était de cette façon-là que... Puis à Montréal-Nord, j'ai pris beaucoup d'expérience. J'ai fait partie des travaux publics. D'ailleurs, c'est moi qui s'occupais des travaux publics. Les loisirs. Je suis occupé d'urbanisme, parce que le maire alternait ses comités.
Fait qu'à un moment donné, j'ai été au comité d'urbanisme. Après ça, on a fait l'achat d'un parc industriel à Montréal-Nord. Parce qu'on avait une caisse qu'on avait... Dans ce temps-là, M. Lesage avait instauré pour des parcs industriels, il y avait des montants qu'on pouvait faire des emprunts. La Ville pouvait emprunter, comme nous, on pouvait se rendre jusqu'à 4 millions, on va dire, d'emprunts pour aider à la petite industrie ou la moyenne industrie. Puis je me rappellerai tout le temps qu'il y avait une compagnie d'Outremont qui voulait s'en venir à Montréal-Nord, et puis ils voulaient qu'on prête sur la bâtisse et sur l'équipement. Et puis, mon expérience des affaires me disait, prêter sur la construction, j'avais dit au conseil municipal, moi je suis prêt à prêter jusqu'à 110 sur la construction. Si la bâtisse coûte 1 million, on va prêter 1 million 100 000, 1 million 200 000, mais pas sur l'équipement. Parce que l'équipement, vous achetez une pièce d'équipement, de la minute que vous la possédez, elle vient perdre 30 Alors, j'avais dit, j'ai dit non. J'ai dit, moi, je n'étais pas d'accord. Cette compagnie-là était représentée par un avocat libéral qui avait fait des petites pressions. Et puis, j'étais fier de moi parce que j'avais dit, je sais bien ça, j'étais un bon libéral. Mais j'ai dit, de là, par exemple, j'ai dit à prendre l'argent des citoyens de Montréal-Nord pour qu'il arrive quelque chose, qu'on ait des pertes. Non, je ne voulais pas. Puis, pour continuer dans cette compagnie-là, c'est qu'ils sont construits ailleurs. Un an et demi après, ils ont fait faillite. Voyez-vous que ce serait arrivé des citoyens de Montréal-Nord qui auraient perdu 1,5 million, grosso modo. Là. Alors, encore là, parce qu'on se trouvait 3 conseillers, 3 contre 3 et le maire. Fait que de temps en temps, tu pouvais être sa pointe, on appelle. Sans aller contre ton parti, mais tu pouvais peser plus fort. Vous savez ce que je veux dire au conseil? Tu pouvais mettre un petit peu plus de pression. Après ça, au lieu de fournir de l'argent aux compagnies, on a décidé d'acheter un parc industriel à l'est de Montréal-Nord, à l'est de l'Angelier, Henri Bourassa. Boulevard Hudon maintenant, Albert Hudon. Et puis, ça, c'était beaucoup d'argent. Seulement que j'avais confiance au maire, puis j'ai dit, le maire, il dit, moi, il dit, si jamais on achète ça, il dit, on n'engagera pas de commissaire industriel, parce que lui, il avait laissé le journal, il dit, je vais m'en occuper. Fait qu'autrement dit, tu n'as pas de commission à payer, tu n'as rien à payer. Et puis, de toute façon, on a acheté le parc industriel, je pense que c'était autour de 3 millions. Ça s'est vendu en dedans d'un an. Hudon Arcelier sont venus là, il y a un paquet de grosses compagnies, Zeller s'est venu là, Norton Electric. Alors, c'était une réussite. Et puis, je me rappelle, quand il est venu le temps de proposer ça au conseil, vous savez ce qui arrive. Si ça ne marche pas, le parc industriel, le proposeur, vous savez qu'il est toujours politiquement visé, parce qu'ils vont dire, ben oui, mais Tremblay, tu as proposé ça, tu aurais dû étudier ton dossier, et tout ça. Fait que je pense qu'on a eu 2 ou 3 résolutions, 3 séances, c'est-à-dire, et puis personne ne proposait. À un moment donné, moi, j'arrive un soir, puis j'ai dit non. Là, j'ai dit, on propose le parc industriel, puis moi, je propose qu'on l'achète, et puis qu'on revende les terrains pour les compagnies, en tout cas. Fait que là, je n'avais pas aussitôt ouvert la bouche que je proposais de l'acheter. Il y en avait 5 pour seconder, mais il n'y en a pas un proposé. Ça, c'était un petit peu la politique. Mais de toute façon, c'est vrai que j'avais pris une chance un peu, parce que si ça ne s'était pas vendu, encore là, il aurait dit, Tremblay, pourquoi tu as proposé ça? Alors, j'aurais été un peu plus visible. De toute façon, c'était un bon coup, puis j'en suis fier, puis je suis fier de Montréal-Nord parce que je pense que ça a aidé. Là, il y a peut-être un petit peu de difficulté dans la petite, la moyenne. Norton Electric, je ne suis pas sûr qu'ils sont encore là. Mais seulement pour le temps, en tout cas pendant 20-25 ans, ça a été une réussite. Là, il arrive 1966, convention libérale. Dans le mois de décembre, je m'en vais en Floride avec ma famille, puis à mon retour, le maire Ryan est candidat libéral dans le comté de Bourassa. Alors, là, c'est la bande de 4, les membres, parce qu'ils ont ouvert ça, parce qu'il y avait 300 membres. Les 300 membres, je ne sais pas s'il y en avait 10 dans le temps qui étaient contre moi. C'était tout pour moi. Alors, à ce moment-là, ils ont ouvert ça, puis ils ont dit, bien, des cartes de membres jusqu'à telle date. Fait que là, on avait jusqu'à telle date, je pense qu'on a eu 5 semaines pour vendre des cartes de membres. On avait vendu au-delà de 5 000 à 2. Les deux, c'est-à-dire les 2 candidats. Alors là,
Après qu'on a eu vendu toutes les cartes de membres, là, on a nos membres. Là, la convention n'est pas encore décidée, la date. Là, M. Dupré me fait venir à son bureau, c'est-à-dire, il y avait une suite à l'hôtel Reine-Élisabeth. Fait qu'il me fait suivre à la suite à Reine-Élisabeth, puis il me dit, ouais, mais du Tremblay, il dit, c'est pas ta photo à toi que je veux mettre sur le mur. Et c'est la photo du maire Ryan que je veux mettre sur le mur. Fait que là, je l'ai regardé. Ben, je dis, vous voulez la mettre sur le mur, là, vous allez venir la chercher sur le plancher d'une convention, parce que j'ai dit, elle ne sera pas sur le mur. J'ai dit, il va y avoir une convention, puis j'ai dit, les cartes sont vendues, j'ai dit, nos candidatures sont là, puis j'ai dit, il va y avoir une convention. J'ai dit, vous ne pouvez pas passer au côté. Puis là, il y avait Maître Desrosiers avec moi, puis lui, il était là un petit peu parce que M. Dupré il avait demandé de venir, mais seulement que M. Dupré avait fait une petite erreur, parce que le notaire Desrosiers, c'est pas celui qui me donnait les plus mauvais conseils. Fait qu'il était avec moi, il voulait voir ce qui se passait, puis il n'était pas d'accord là-dessus. Lui, il était d'accord, on vient de convention, qu'on fasse la convention. Alors, on fait la convention le dimanche, le 17 avril 1966. Et puis, ça vote. Il a voté 2000, il y en a beaucoup, c'était un beau dimanche après-midi. En tout cas, il a voté 2000, 2100, 2200 qui sont venus voter. L'aréna était, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de visites parce que c'était suivi. Et puis, après ça, ils ont pris les boîtes, la police suivait les boîtes. Moi, j'étais conseiller municipal, puis le maire était maire. Fait qu'on n'a pas de misère à avoir la police dans le temps, il n'y a pas de CUM. Fait que la police était près des boîtes, ils ont monté ça en haut à l'hôtel de ville, puis dans la salle du conseil, puis ils ont compté les bulletins, puis elle a sorti. Bien, écoute, j'avais sorti avec une bonne majorité, puis j'avais gagné la candidature du Parti libéral. Mais une chose qui a été très difficile, entre moi et M. Ryan, honnêtement, je ne crois pas moi, il n'a jamais rien resté, puis lui non plus, je ne crois pas. Parce que c'était le jeu d'une convention. Mais comme M. Lesage a annoncé le 18 avril, le lendemain, l'élection pour le 5 juin, je peux vous dire que ça, par exemple, ça ne donnait pas beaucoup de temps pour que les organisations puissent, parce que le maire Ryan n'a jamais pas dit un mot, mais les organisateurs qui étaient pour M. Ryan, puis ceux qui étaient pour moi, bien là, à ce moment-là, comprenez bien que ça a créé un petit froid dans l'organisation. Mais quand même, en tout cas, on est venu à bout de passer l'élection c'était le 5 juin. Puis, malgré ces petites frictions-là, qu'il y en a qui sont demeurés là-dedans des épaules, je crois, un peu froides, j'ai passé par 5200 voix de majorité. Alors, c'était sur l'Union nationale. Et puis, c'était le début du RIN, M. Legault, Bourgault. Et puis, M. Bourgault, cette année-là, la veille de l'élection, vient faire sa grosse assemblée dans l'aréna de Montréal-Nord. Je n'aimais pas bien ça, parce que je me disais, ça peut bien déranger le vote. Mais ça n'avait pas dérangé mon vote. Même, je pense, ça avait choqué le monde autour de l'aréna. J'avais plus de place pour circuler. Mais ça ne m'avait pas... ça ne m'a pas dérangé dans le vote, parce que j'ai pris au-delà de 5000 voix. Vu le nombre de votes à ce moment-là, ça votait à peu près à 60, 65. Ça ne votait pas comme maintenant. Alors, je crois que ça n'a pas dérangé grand-chose. De toute façon, je m'avais élu dans l'opposition. Député du comté de Bourassa. Dans l'opposition, il y a des affaires que c'est sûr que je n'ai pas faites comme les autres dans l'opposition. Puis vous allez voir plus tard pourquoi, parce que si tu es nommé ministre un jour, c'est parce qu'il y a des affaires qu'il ne faut pas que tu fasses comme les autres. C'est-à-dire que faut que tu sois un petit peu différent. Puis pour être différent, c'est bien facile, c'est de travailler. C'est de travailler. Moi, je suis arrivé dans l'opposition, puis voyez-vous, la preuve comment j'ai travaillé le premier 6 mois, parce que voyez-vous, M. Lesage, à un moment donné, je ne le blâme pas. Lui, il aurait peut-être aimé mieux avoir la photo de M. Ryan sur le mur comme candidat. Mais vu qu'il ne l'a pas eu, il n'a pas fait un drame avec ça, il n'a jamais parlé. Mais il a vu comment je travaillais. Le MELUS, durant l'été, le post-mortem qu'on a fait durant l'été 66, on est arrivé en chambre le 2 décembre, on a eu beaucoup d'assemblées un peu partout. Et puis,
ils sont aperçus que je voulais travailler. Quand on veut travailler, vous savez, on va quelque part, s'ils disent qu'il y a quelque chose à Sorel, il y a quelque chose à Verchères, à Saint-Jean, à Sherbrooke, tu y vas, tu rencontres les gens. Les gens, eux autres, connaissent quelqu'un qui est député, ces gens-là. Fait que c'est pour ça que dans l'opposition, j'ai travaillé, même que dans le mois de février 1967, mes collègues libéraux m'ont élu représentant du caucus des députés au Conseil général du parti. Là, je travaille, j'y mettais du temps, puis je travaillais. Alors, les gars, on était 50 députés dans l'opposition. On n'était pas un petit poignet. Et puis, il y avait les anciens ministres qui étaient là, tout ça. Fait que les gars m'ont fait confiance, puis ils m'ont envoyé là. Et puis, dès le printemps 1967, M. Lesage me désigne son représentant officiel à la commission d'organisation. C'est-à-dire que s'il y avait de l'organisation, s'il y avait quelque chose qui ne pouvait pas se rendre en Gaspésie, bien, c'est moi qui faisais le voyage, puis qui allais en Gaspésie. Je suis même déjà allé dans l'Abitibi, que il y en a qui connaissent bien, c'était un beau coin de notre province. Je suis allé même en plein hiver, je crois que je faisais 50 en bas de zéro, avec M. Alcide Courcy. Je vous dis que c'était pas drôle. Mais quand même, le monde c'était comment je dirais ça, c'était agréable d'aller là. Et puis, vous savez, quand tu es dans l'opposition, il y a bien des affaires. C'est vrai qu'à un moment donné, il amène Pierre Laporte. Je parle avec M. Loubier, puis il amène le bill numéro 13. Le bill numéro 13, ça, c'était le bill pour donner le droit de vote aux Indiens. Puis un bill dans la loi, qui disait qu'un député qui se faisait élire sur une bannière d'un parti, s'il démissionnait du parti, il fallait qu'il démissionne comme député. Alors, ça, je vois ça dans l'après-midi, là, puis le soir, ça s'amène vers 9 h. Et puis, c'était M. Rémy Paul qui était président, puis il était bien fin pour moi. Parce que les nouveaux députés, vous savez, c'est une autre affaire, c'est qu'on venait pour parler, on voulait parler, et puis il nous disait, bien écoutez, là, les anciens députés, il faut qu'ils parlent aux autres. Oui, mais les anciens députés, on a perdu le pouvoir avec eux autres. Peut-être pourriez demain nous laisser parler un peu, on peut peut-être reprendre le pouvoir. Fait que c'est là que c'est des affaires comme ça. Fait que là, à un moment donné, je dis à Pierre Laporte, j'ai dit, si je ne fais pas de discours, j'ai dit, moi, je m'en vais en Floride dans l'hiver, je ne donne rien de rester ça, je ne sais rien faire. Fait que là, ils m'ont ouvert la porte. J'ai pu travailler, j'ai pu communiquer, puis poser des questions. Je n'étais pas obligé de passer à la rotation, poser des questions. Je posais mes questions, puis me rassoyais. Puis la différence d'aujourd'hui, c'est que dans ce temps-là, on posait une question piège, on se levait, on disait, Monsieur le Président, le ministre n'a pas répondu à la question, on se rassoyait. Le lendemain, on revenait, on reformulait notre question. Puis c'était pas long. Seulement, c'était la façon. Parce que si on pose une question longue, celui qui est ministre, au bord, il nous voit venir avec une brique puis nous assomme. Faut que tu poses ta question courte, choc. S'il ne répond pas, vous dites, Monsieur le Président, il n'a pas répondu à la question. Point. Moi, c'était ma méthode dans ce cas, moi. Ça ne m'a pas trop mal réussi. Fait à un moment donné, le bill 13 qui amène, on n'a pas le droit, les députés. Fait que là, je me lève, je demande la parole à 9 h le soir. Puis là, je dis au président, ça n'a pas de sens. Je dis, l'Union nationale, là, j'ai dit, vous en avez 25, là, ils ne suivent pas leur programme. J'ai dit, ils voudraient démissionner, ces gars-là. Parce que j'ai dit, leur population dit, ben oui, votre programme, vous ne le suivez pas. Puis j'ai dit, c'est qui élit un député, sa population? Si ce gars-là démissionne, il faut qu'il demeure député pour représenter sa population. Fait qu'en tout cas, ça a journée à 9 h 30, on a jamais revu la loi. Fait que, c'est pas des affaires peut-être se faire aimer, mais c'est pas des affaires de se faire haïr non plus. C'est des affaires que quand on est sûr que ça a un sens, il faut défendre notre idée. Puis c'est ça qu'avec M. Lesage, mes années d'opposition, jamais que M. Lesage me dit que ce soit dans ces idées-là. Je me rappellerai toujours avant les fêtes. À un moment donné, il y a toujours, comme ça arrive, là, les salaires des juges. Je ne suis pas contre les juges fassent un salaire raisonnable. Ils sont obligés de vivre cloîtrés un peu. Mais tout ce que je déteste, que ce soit l'Assemblée nationale, ils sont toujours obligés de décider du salaire des juges. Puis là, ça arrivait juste avant une élection.
Voyez-vous, les petits commettants qui ont de la misère d'un comté à vivre, de la misère à payer le compte d'Hydro-Québec en hiver, là, puis là, qui pognent le jeu, qui vient de pogner 5 000 dans le temps d'augmentation. Ça se vend-tu facilement? Ça? Non, ça se vend pas. Alors, un bon matin, c'était un vendredi matin, on siégeait le vendredi, je disais à M. Lesage, j'ai dit, moi, je demande le vote. Fait que là, on rentre en chambre, je demande le vote, il fallait que j'aie 5 députés. Il y en avait 8. Et puis, M. Lesage se lève immédiatement, puis il dit non, c'est vote libre. Alors, mais ça, encore là, je ne nuisais pas à personne d'autre, mais le monde disait, au moins, il y a quelqu'un qui dit, c'est vrai que ça n'a pas d'allure. Tu sais, ça aurait été une législation, il faut que ça soit changé. Je ne suis pas contre que les juges soient payés, quelqu'un qui travaille, qui les paye. Mais il ne faut pas que ça soit décidé toujours par l'Assemblée nationale, ça n'a aucun sens. Les gouvernements sont trop mal pris des patates chaudes avec ça. L'Union nationale, dans le temps, avait été pris. Là, vous avez vu encore dernièrement, c'était encore la même chose. Alors, c'était des affaires quand même, voyez-vous, ça monte en 1969. Fait pour vous dire que les problèmes là, de 69 aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de différence. Une mordure de chienne, mordure. Fait que faites-vous-en pas, il n'y a pas beaucoup de différence. En septembre 69, on est caucus à Québec. Et puis, au caucus, je ne m'attendais pas à ça, moi, parce que les vacances n'étaient pas terminées. Et puis, on m'annonce, j'arrive au caucus, et puis là, on me dit, bien, M. Lesage démissionne. Et puis, là, il y avait trois candidats chez Errand. M. Lesage, remarquez bien, là, il y avait eu quelque chose, il y avait eu un petit peu de grenouillage une semaine avant, durant l'été. Comme on était de Montréal, nous, on était un petit peu moins au courant de ces petits grenouillages-là que ceux qui sont proches du Parlement, qui se voient quasiment tous les jours ou tous les fins de semaine chez Terrasse, là. Alors, je m'en vais au caucus, j'étais avec mon épouse, mes enfants. Et puis, on s'en tournait passer 3 jours dans le Maine. Et puis, un coup rendu dans le Maine, là, on décide ça. Ça, c'était vendredi. On s'en va dans la nuit. Le lendemain matin, j'ai un téléphone, c'est M. Bourassa qui m'appelle. Et puis, il me demande si je l'appuierais à la Convention libérale qui était pour être désignée. La date, c'était en janvier 70. Mais, en tout cas, là, c'était sûr qu'il y avait une convention. M. Lesage le savait. Fait que là, il y avait M. Laporte, M. Wagner, puis M. Bourassa. Fait que M. Bourassa m'appelle, j'ai dit... J'ai dit, M. Bourassa, j'ai dit, Robert, j'ai dit, là, c'était le samedi matin, ça. Il a fait du travail, là, lundi. J'ai dit, moi, je rentre mardi. Je rentre mardi à Montréal, puis j'avais appelé mon secrétaire de comté, et puis j'ai dit, je veux rencontrer mes militants. Mon conseil à moi, du comté. Alors, j'ai dit, on va mon idée était faite, mais par contre, je ne voulais pas induire en erreur. Tout d'un coup, tu arrives dans ton comté, et puis ton président de ton comté, ton association, tout ça, je ne voulais pas faire ça. Fait que personne ne peut dire que j'ai torpillé. Le mardi soir, j'ai eu mon assemblée dans mon comté, et puis je pense qu'on était 18 autour de la table. Il y en avait 1, 2, si vous voulez, qui n'étaient pas d'accord avec la décision qu'on prenait. Mais j'ai fait un tour de table et tout le monde a parlé. La raison que j'ai appuyé M. Bourassa, c'est assez simple, c'est pas simple. C'est parce que je regardais travailler Pierre Laporte, travaillait très fort. Et puis, c'est sûr que ça aurait été un bon candidat, c'est sûr que ça aurait été un bon premier ministre. Tu avais Claude Wagner, qui travaillait fort, qui était un homme honnête, un homme dur. Mais entre les 3 candidats, vous savez, la politique, pour rien, il faut se faire élire. Se faire élire, ça prend des votes. Si tu arrives avec des candidats que M. Wagner, il y avait eu l'affaire de la Reine, il y avait eu l'affaire de ci, l'affaire de ça. M. Laporte, il y avait eu d'autres petites affaires qui étaient arrivées, les fameux tracteurs, John Deere ou je ne sais pas quoi. Puis
Là, on arrivait là, avec un homme, Robert Bourassa, durant quelques années, la petite veste, la cravate, il fallait le vendre. C'est sûr qu'il fallait le vendre. Non, on avait de quoi vendre. On avait de quoi vendre. Beaucoup de capacités, enlève rien aux autres. Là. Les autres en avaient beaucoup de capacités, mais pas de reproches. Il n'y avait rien pour pouvoir reprocher à M. Bourassa, parce que M. Bourassa avait été à la commission Carter, il avait été secrétaire de d'autres commissions à Ottawa, il avait fait des bonnes études. Ça représentait, dans le temps, là, si on veut, un petit peu les Canadiens. Là. On était sur la vague, on continuait, nous autres, là, sur la vague des Canadiens. Fait que moi, à un moment donné, je parle à mes collègues, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, une élection, j'ai dit, j'ai bien du sentiment, Pierre Laporte, je l'aimais bien, M. Wagner, je l'aimais bien, moi, ces gars-là m'ont jamais, Pierre Laporte a toujours été... Dire que Pierre Laporte me semblait beaucoup plus à moi que moi, je ressemblais à Bourassa, que Bourassa me ressemblait. Mais il y a une affaire dans la vie, pour gouverner un parti, il faut se faire élire. Je viens de dire, faire élire, c'est que M. Bourassa, j'ai dit, à moi-même, j'ai dit à mon organisation, j'ai dit, on va gagner le Pierre-Robert. J'ai dit, on va faire la convention, il va falloir travailler fort, parce que c'est là une convention. C'est les mêmes gens, c'est le même parti, puis c'est des groupes différents. Puis je vous dis, moi j'ai fait la convention de Robert Bourassa, puis j'avais des bons amis, dans Louis-Philippe Lacroix et beaucoup d'autres, puis c'était des gars qui travaillaient avec M. Laporte, d'autres qui travaillaient avec M. Wagner, Kennedy et compagnie. Gabriel Lapointe, l'avocat Gabriel Lapointe, est venu me voir quelques reprises, il dit, Georges et Wagner, j'ai dit, j'avais mon idée, j'ai dit, c'est pas la question des noms, c'est la question qu'il faut gagner une élection. Puis Bourassa est le gars qu'on va gagner l'élection. Et puis Bourassa, il avait l'affaire, vous savez, quand il est arrivé avec ses 100 000 jobs, quand il est arrivé avec son produit intérieur brut, produit extérieur brut, puis diable à quatre, il y a une certaine classe de la société de la rue Saint-Georges embarquée. Moi, je me rappelle, j'étais allé une fois, le président de Val-Royal nous avait invités à Joliette, à son domaine, puis il y avait des gens de la Banque Royale, puis les gens de la Banque nationale, M. Desrosiers, il connaissait tous ces gens-là, Pierre Desrosiers, puis tout le monde était là, puis là, ça c'était dans l'été, puis j'étais aperçu que ce monde-là était autour de M. Bourassa. Alors, vous savez, le produit intérieur brut, produit ci, produit ça, mais ça, quand on parlait de ça, si on arrivait d'un comté rural ou semi-rural, il fallait que tu changes ton programme un petit peu. Puis c'est là que dans la convention, que moi j'ai appris, après à travailler avec M. Bourassa, c'est que M. Bourassa pouvait changer. On arrivait dans une région comme Rivière-du-Loup, bien, il faut que tu aies quelque chose pour Rivière-du-Loup, Gros Cacuna. Fait que Bourassa, quand on a fait la convention, c'était là qui était le départ, le meilleur départ qu'il ne pouvait pas avoir, parce qu'on a mis tout le monde en marche. D'ailleurs, on ne s'est pas trompé trop, parce que moi, je suis le premier député qui l'a appuyé. Et puis, je peux vous dire qu'après ça, bien, j'ai parlé à bien des gens, puis il y en a beaucoup qui ne savaient pas appuyer M. Laporte ou appuyer... c'est M. Laporte, d'ailleurs, qui avait le plus de députés pour lui aider. Mais, j'étais allé en chercher d'autres, on a travaillé, j'ai dit, écoutez, il y avait M. Choquette. M. Choquette, voyez-vous, c'était un gros bonhomme, c'était un gros député, ça. Et puis, j'avais bien mieux de l'avoir avec nous autres que contre nous autres. C'est parce que c'était un autre parti de Montréal, puis M. Choquette était l'enfant de ça, il était jeune de ça, puis il participait à un de Tremont. Alors, tu sais, on avait une belle planche. On avait Mme Casgrain, la seule femme députée. Alors, c'était mon travail. Moi, j'ai fait beaucoup de travail comme ça. Et puis, j'ai fait beaucoup de travail pour les délégués. Parce qu'il y avait M. Desrochers qui travaillait avec nous autres. Puis, ben, j'ai très bien M. Desrochers, mais il y avait quelque chose que moi, je ne marchais pas. Quand on allait dans un comté, j'ai vu dans le comté de Verchères, à un moment donné, ils ont dit, bon, il y a 12 délégués, ou 13 délégués, on en a donné 4 à M. Laporte, 4 à Bourassa, puis 4 à Wagner. À un moment donné, je me rappellerai comme c'était hier, on était au central, puis
Paul Desrochers était directeur de la campagne, moi j'étais l'organisateur. Fait que je dis à Guy Bacon, je dis non, non. J'ai dit, tu t'en vas à Verchères, là, c'est les 12 délégués, ben on te perdra. Je dis, on commencera pas, je dis, à couper la tête en pointe, là. Je dis, ça va être fini, on finira plus que ça. En tout cas, on est allé à Verchères, on les a tous tués, les délégués. Puis ça continuait comme ça. On a passé au premier tour. Fait que, tu sais, il ne faut pas que tu marches juste sur la peur. Puis je le sais que des fois, je ne faisais pas bien des compromis parce que j'étais habitué à travailler tout le long, là. Et puis, il fallait que je me fise à moi. Puis les compromis, bien souvent, tu te fais avoir avec ça. Il faut que tu fasses. Que ce soit en politique, que ce soit en affaires, il faut que tu fasses. Alors là, on fait la convention libérale. Bien là, avec mon bon invaincre, M. Bourassa, on est en salle, tout va bien. Les élections se déclenchent le 29... il déclenche les élections, M. Bertrand, pour le 29 avril. Bon, après la convention, bien là, c'est la campagne électorale. Maintenant, on a beaucoup de travail de fait, parce que la convention nous a implantés dans beaucoup de comtés auxquels M. Bourassa n'était pas connu, et puis il s'est fait connaître. Et puis, on avait un sacré beau programme. On avait un programme pour les 100 000 emplois, et puis on avait beaucoup de programmes sur l'éducation, tout ça. Et je pense qu'on avait les outils pour gagner, malgré qu'on se faisait dire assez souvent, bien, surtout dans certains comtés, bien, que notre candidat était jeune. Ça, on s'est fait dire ça souvent. Seulement, moi, je répondais toujours, oui, c'est vrai qu'il est jeune, mais il a beaucoup de capacités. C'est un gars qui est capable. Premièrement, il ne fumait pas. Deuxièmement, c'est un homme que je n'ai jamais vu prendre de boisson, excepté un petit verre de vin ou une petite crème d'amande à la fin de repas. J'ai dit, il peut donner beaucoup, cet homme-là. J'ai dit, à sa province. J'ai dit, il y a une formation, premièrement. Deuxièmement, j'ai dit, indépendant de fortune, ça ne nuit pas faire la politique. Bien du monde qui n'aime pas ça. Ah, je suis riche, ça va là. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Indépendant de fortune, c'est que tu n'es pas obligé de voir à tes placements, tu n'es pas obligé de voir à ci, voir à ça, tu t'occupes de l'État. Ça, c'est une chose qu'il faut donner à M. Bourassa. Il était à plein temps pour l'État, même que je suis sûr qu'il a négligé sa famille, comme tous les politiciens qui se donnent à plein temps. Mais il n'a pas été exempt de ça. Il était obligé de négliger sa famille, puis d'avoir des problèmes comme tout le monde, parce qu'il s'y donnait, surtout lui, il s'y donnait beaucoup. Et puis, on a fait l'élection, on est allé partout, je me rappellerai toujours, j'étais avec Jean Prieur, et puis M. Bourassa, on prend un avion, on s'en allait à la Rivière-du-Loup un dimanche au matin. Alors, on s'en va. Il était fatigué ce matin, il dormait dans l'avion un petit peu, puis quand on débarquait, bien là, fait qu'on se met à jaser. Il dit, écoute, Rivière-du-Loup, c'est un centre nerveux, ça. La Transcanadienne s'en va. J'ai dit, tu as la Gaspésie sur l'autre bord, tout ça. J'ai dit, dans l'industrie, il y a quelque chose qui peut se faire, là. Il n'y a pas juste gros coquinat, là. Mais j'ai dit, le provincial, il y a quelque chose qui peut se faire. J'ai dit, et une compagnie qui s'en vient dans le coin de Rivière-du-Loup, j'ai dit, il peut desservir les provinces de l'Atlantique. J'ai dit, c'est un coin qui peut... Bon, fait que là, en tout cas, on s'en va à l'hôtel, puis, oh mon Dieu, vous savez comment j'avais les cheveux? Il y avait les cheveux comme du crin de cheval. Là, on le peignait avec du Windex, moi, puis Jean Prieur, là, pour dire à bout, je le payais un peu. Fait que là, on s'en va, puis j'ai dit, les gens d'ici, j'ai dit, ils ne veulent pas entendre parler des troupes, j'ai dit, de Montréal-Nord, ou des troupes. J'ai dit, ils veulent savoir ce que tu vas faire. C'est quoi? C'est 80% rural. J'ai dit, ce monde-là veut savoir ce que vous allez faire pour l'agriculture. J'ai dit, il y en a bien des affaires dans l'agriculture. Mais c'est ça, après Bourassa, là, dans la chambre d'hôtel, dans 20 minutes, a pondu de quoi qui était réaliste, puis les gens voulaient entendre. Parce que n'oubliez pas, dans la campagne électorale, moi j'avais dit ça à M. Bourassa. Un parti politique fait ses promesses. C'est son programme, c'est ses promesses. Puis moi, je disais toujours à M. Bourassa, je dis, le monde veut l'entendre de voir ce que vous allez faire. Puis j'ai dit, il n'y a pas personne, j'ai dit, qui vont savoir et qui vont dire, oh, il va tout faire ça. Ils savent qu'on n'est pas capable. Un programme électoral, vous savez comme moi, au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, il est déjà vieux. Mais dans le même programme, avec les autres affaires que tu rajoutes,
si tu remplis entre 50 et 60 de ton programme électoral qui est écrit, là, j'ai dit, arrive une élection, tu ne peux pas passer aux côtés, tu es réélu. Parce que tu as 60 qui étaient dans ton programme électoral que tu as rempli, plus les autres affaires, vu le temps change, puis les mêmes promesses, des fois, deviennent vieilles, il faut les renouveler. Mais j'ai dit, quand tu arrives en campagne électorale, tu as 60 à parler que ça te fait. Puis les nouveautés que tu as emmenées, il n'y a pas un gouvernement qui se fait battre. Fait qu'on part comme ça. On passe notre programme, puis on avait un beau programme, bien structuré, puis qu'on n'en mettait pas trop. Mais 100 000 emplois, ça, il tenait en Moses. Fait que je peux vous dire que ça il tenait. Et puis, c'était la façon qu'il parlait. Parce que M. Bourassa, vous savez, il y avait un gars qui avait la même formation que M. Trudeau et d'autres. Mais M. Bourassa, on s'en allait dans n'importe quel comté, il n'y avait pas personne dans la salle qui ne comprenait pas les paroles de M. Bourassa. D'autres, des fois, les paroles passaient un petit peu en dessus. Là, le monsieur disait, qu'est-ce qu'il a dit? Pas avec M. Bourassa. Ça, il fallait lui donner ça. Il y a d'autres affaires qui étaient bien, là, mais là, sur la question du monde, de parler au peuple, en passant, vous savez, c'est assez rare qu'un homme comme M. Bourassa, à 33 ans, vient à bout d'aller chercher 70 sièges dans la première élection. C'est assez rare, ça. Rappelez-vous que Godbout, l'histoire, Godbout, il a repris la place de Tachereau et puis il n'a pas passé, puis ça s'est vu dernièrement. Alors, je pense que M. Bourassa, là-dessus, notre programme, puis la façon qu'il parlait au monde, je pense que ça a été... Là, je vais revenir un petit peu plus tard sur M. Bourassa, puis là, je vais vous parler de moi un petit peu. C'est parce que le 12 mai, je suis nommé ministre des Transports. J'étais très heureux, premièrement, parce que j'avais travaillé fort. Puis c'est une affaire, vous savez. Il y en a qui disent, « Je me suis fait trembler de nommer ministre. » Bien, puis il y en a qui n'ont pas été nommés puis qui avaient travaillé fort. Mais il faut que tu travailles fort. Et puis, il faut que tu travailles assez fort qu'un chef de parti ne peut pas passer à côté de toi. C'est clair, ça? Si tu veux être ministre, il faut que tu travailles. Et pas peur. Et pas peur de te... Demande pas au chef s'il va te nommer ministre. Demande rien. Mais travaille assez, puis sois en place, là. Il ne peut pas passer à côté de toi. Il t'a dans ses yeux. Fait qu'il te nomme ministre. C'est ça, la politique. Il faut que tu travailles, puis qu'il n'y ait pas question de dire, ben moi, je te pour ça, il fallait qu'il y en a... Non, 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 non. La question est, parce que, faites-vous-en pas, quand tu es nommé ministre, il y a tout... Là, je suis en nomination de ministre. Il y a tous ces conseillers, là. C'est pas des candidats, là. C'est pas les gars qui vont être ministres qui sont là, là. Parce que si t'as pas tous les gars là, que j'avais dans ma petite poche de montre, moi, là. Hein? Parce que on a entendu parler par après. Mais, si le gars qui décide, c'est le chef. Fait que c'est lui qui a décidé, ben, qu'il était ministre. Alors, j'étais bien heureux. Comme on dit souvent, c'était un bon dessert, ça, après 4 ans d'opposition, là, tu arrives dans une deuxième fois que tu es réélu, puis d'être nommé ministre, vous ne direz pas que tu n'es pas heureux, tu es heureux, puis... Cette banque, en arrivant, j'ai pas, vous dire franchement, je m'y attendais un petit peu, mais pas tant que ça. J'avais des dossiers qui étaient chauds en titi. J'avais les fameux CL 215 pour éteindre les feux de forêt. Fait que là, vous allez comprendre. M. Lesage les achète. M. Johnson les refuse. M. Johnson, il dit non, ils sont trop chers, on ne les prend pas. M. Johnson décède, M. Bourassa prend premier ministre. Il rachète avant les élections. Ah, il dit on va prendre les CL 215. Là, nous autres, on prend le pouvoir, et puis les premiers dossiers qui m'arrivent, c'était les CL 215. Il y avait des rapports pour, des rapports contre. Alors, pour les CL 215, là, on était prêt avec ça. Dossier qui disait qu'il ne faut pas les prendre, les moteurs n'étaient pas tout à fait assez forts. Un autre dossier qui disait qu'il y avait deux gouvernements qui s'étaient compromis pour les acheter. Les CL 215 sont je pense qu'ils étaient à Québec, à l'aéroport de Québec. Je pense qu'il y en avait à Montréal, ici à Canadair. Alors, je vais voir mon ami Jérôme Choquette, puis j'ai dit, écoute, là, ça nous prend quelqu'un pour travailler là-dedans qui connaît le dossier. Alors, il a pris un des sous-ministres qui était là dans le temps de l'Union nationale, et puis il a pris
est bon, M. Desjardins, un sacré bonhomme. Pas parce qu'il avait jamais l'Union générale libérale, mais c'est un bon légiste. Alors, on a pris le dossier, puis moi, j'ai dit, écoutez, je viens d'arriver, puis ça peut brûler un ministre, ça. Ça peut brûler un gouvernement. Puis j'ai dit, il faut être honnête. N'oubliez pas, là, c'est bien beau, là, mais il faut être honnête aussi. Il avait été commandé, ces avions-là. Ils étaient construits. Il avait rempli le cahier de charge. Alors, j'ai dit ça à M. Desjardins, j'ai dit, travaillez avec ça, là, puis prenez votre temps. Au bout de 3 semaines, on a une réunion. Le ministre de la Justice avec moi, sous-ministre, mon sous-ministre avec moi. On regarde ça. Puis là, il y avait telle affaire pour les moteurs, etc. Mais il dit, on pourrait accepter de les prendre à condition, si les moteurs, il y a le trouble que certains pilotes disaient qu'ils pouvaient avoir, qu'on peut, Canadair soit responsable. Parce que ça, n'oubliez pas, là, si je ne les prends pas, moi, ces CL-215-là, c'est fini, hein? C'est fini, les CL-215. La France, eux autres, ils n'ont acheté 10, il y avait une option pour acheter 10. Tu n'as pas acheté encore. Et puis, la France, on dit, bien, si Québec ne prend pas leur avion, nous autres, on ne les prend pas. Et puis, après ça, ils l'ont vendu à l'Espagne, ils l'ont vendu au Portugal. Je suis allé en Espagne, je m'ai rencontré le ministre de l'Air déjà, puis j'ai jasé avec lui. On pense que M. Garneau, par après, ils ont vendu des avions, nous autres, on a pris du vin espagnol, l'échange commercial, en tout cas. Fait que là, je suis prêt avec ça. Si on ne les prend pas, Canadair, c'est fini. Même encore, il n'y a pas tellement longtemps, je rencontre un type qui était là-dedans chez Canadair, puis il m'a dit il serait plate de ce qui est arrivé. Puis si on ne l'avait pas pris, bon, les CL-215, c'était fini. Fait que là, bien, on les a pris. Il y a eu des modifications à faire, mais la compagnie, c'était General Dynamics dans le temps. Je suis fidèle, oui, c'était General Dynamics, c'est les mêmes qui avaient les mines d'amiante, là. Et puis, ils ont respecté les engagements. Ils ont changé des moteurs par après que j'étais parti. Mais par contre, ils ont bien rempli leur engagement. Après ça, bien, ça, c'était un dossier qui était très chaud, ça. C'était un dossier. Après ça, bien, il y a eu le dossier. Vous savez, il y en a qu'à un moment donné, les bureaux de licence étaient tous dans des maisons privées, dans le temps. On allait dans Ville-Saint-Michel, ici, on allait à Saint-Vincent-de-Paul. Les bureaux de matriculation étaient dans des maisons privées, bien souvent dans le 2e étage. Fait que moi, je m'assois avec mes amis, puis au cabinet, partout, j'ai dit, on va changer ça. J'ai dit, on va mettre les bureaux de licence dans un centre d'achat autant que possible, qui sont accessibles au peuple. Soit handicapés, n'importe quoi, j'ai dit, ils sont accessibles pour ce monde-là. Fait que, vous comprenez bien qu'on a commencé à en changer, hein? C'est sûr qu'on a changé, puis c'est sûr à propos de ça. Puis je l'ai dit dans le temps, en chambre, puis je le redis encore aujourd'hui, en 1999, celui qui avait capacité égale, puis qui était un libéral, qui avait travaillé fort, c'est sûr qu'il avait la priorité sur l'autre. Mais pensez-vous encore aujourd'hui, en 1999, un d'un tel parti qui est au pouvoir n'a pas de priorité sur l'autre? Mais c'est humain. C'est une chose qui ne changera jamais. Le monde est humain. Là, ils ne peuvent pas venir travailler pour toi à des élections, puis se donner leurs femmes, les enfants, tout le monde. Puis après ça, l'autre te récupère. Voyons donc. Ça n'a pas changé. Ça, je me rappelle en chambre, M. Bourassa est venu me voir, puis il me dit, Georges, tu aurais pu dispenser de capacité égale, là. Et j'ai dit, M. Bourassa, il y a un instant, là. Il dit, on ne disait pas ça avant l'élection. Bien, il dit, on ne le dira pas après non plus. Et ceux qui ont travaillé d'arrache-pied, il dit, pour vendre un gars de 33 ans, là, puis je vends un autre ici de 39 ans, je dis, non. On va être honnête, puis on va dire la vérité à capacité, pas capacité égale, notre monde, on va aider à notre monde un petit peu, non? C'est naturel. Bon. Fait que c'est eu des petites affaires. Voyez, M. Bourassa, là-dessus, il était un petit peu plus peureux, ces affaires-là. En 1973, il n'a pas eu peur quand il en a ramassé 102 députés. Fait que, comme je vous dis, là, il y a des affaires qu'on peut faire qui sont légales et puis aider à notre monde, c'est naturel. Mon voisin avec les grands services, moi, s'il le feu prend, mon courir pour éteindre le feu, certain. Alors là, ça, c'était une affaire qui est arrivée. Puis en plus de ça, j'avais une charge extraordinaire. J'étais, je pense que personne ne va me contredire là-dessus, j'étais le ministre du Peuple. Quelqu'un arrivait à Québec, puis il allait voir M. Cloutier. M. Cloutier ne le recevait pas. Il allait voir un autre ministre, il n'avait pas le temps.
Il allait avoir un autre ministre. Où pensez-vous qu'il arrivait à ce monde-là après? Il allait au bureau 101 à Tremblay. Parce que la porte est ouverte. Puis je leur parlais. Et puis, je vais vous dire que c'est vrai que j'étais un homme de parti pour ça. Je ne suis pas un gars de corridor, moi. Je ne parlais pas dans le corridor. Mais quand je parlais, j'étais au Conseil des ministres. Moi, j'ai pris des ministres, puis je leur ai dit, vous avez telle affaire, vous avez telle personne, vous avez promis telle affaire, puis là, vous ne voulez même pas les recevoir. Il faut dire que le lendemain matin, c'était pas long que les personnes étaient convoquées. Mais c'est ça, faire de la politique, puis pas avoir peur. Parce que si tu as peur, il n'y a pas de place pour être peureux. Il n'y a pas de place. La politique, il faut que tu dises bien mûri que tu penses pas te tromper. Bon, si tu ne te trompes pas, mais tu peux te tromper seulement. J'avais des hommes, il y avait des ministres, des mots de bons ministres, mais juste des ministres de gros dossiers. Les gros dossiers, tu as les fonctionnaires. Les fonctionnaires, là, à un moment donné, moi, quand je suis arrivé comme ministre, là, je pensais à tout lire les dossiers. Ça n'a pas été long, hein. Je me suis réveillé à l'Institut de cardiologie, puis je travaillais jusqu'à 2 heures du matin à lire des dossiers de 200 pages. Fait que là, ça n'a pas été long. J'ai pris des sous-ministres, puis ceux qui entourent un ministre, j'ai dit, vous allez me lire ça, vous allez me donner ça dans une feuille, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis ça, ceux qui avaient des gros ministères, c'était pas plus difficile. Il y avait la responsabilité, mais il y avait le temps de voir leurs commettants, voir leur monde. C'est ça qui m'insultait un petit peu. Mais j'ai fait ma job. Comme ministre du Peuple, j'ai rempli mon mandat parce que tout le monde qui avait affaire à voir un ministre ou qui avait affaire à me voir, le lundi, je faisais du bureau dans mon comté pour ça. Je recevais mon monde et puis il mérite ça. Un autre gros problème qu'on a eu, c'était la crise d'octobre. La crise d'octobre, c'était pas facile. Je vous dis franchement, c'est là que la crise d'octobre, je le dis encore aujourd'hui, en 1998, Bourassa, M. Bourassa a été l'homme clé qui a tenu le bateau. Pas parce qu'il y avait un énervement, mais c'était dur. Moi, je peux vous dire que je n'étais pas dans toutes les décisions, parce qu'à un moment donné, il y avait M. Bourassa et le ministre de la Justice. Si vous voulez, c'est ces deux-là qui travaillaient le plus fort avec d'autres ministres. On faisait toute notre part. Mais M. Bourassa avait un calme là, à son âge, là, extraordinaire. Et puis, je vais vous dire, si tout le monde avait suivi la crise de 70, c'est aperçu que M. Bourassa, une chance qu'on l'a eu, parce qu'on avait eu un premier ministre, comme j'en ai connu, qui prenait un petit coup, et puis quand il était fatigué, il fallait qu'il aille dormir. M. Bourassa n'avait pas de boisson, puis il n'allait pas se coucher. Il avait 33 ans. C'est là que notre flair avait été bon, d'avoir M. Bourassa, 33 ans. Puis la crise d'octobre, M. Bourassa, il l'a traversé. Oh, il y en a bien des autour, là, il se prenait un petit peu pour d'autres, qui voulaient former un comité, tout ça. Ça n'a jamais ébranlé M. Bourassa. Puis moi-même, en tout cas, le premier, ça ne m'a jamais ébranlé. Le peuple, quand il a élu un gouvernement, il l'a élu. Il y a bien eu des petites erreurs, mais pour traverser ce qu'il a traversé, ça, j'aime mieux le dire, il était très fort avec le ministre de la Justice, et puis, parce qu'il y en a d'autres, bon, honnêtement, il était très nerveux, puis c'était une affaire qui était pas facile. Après ça, bon, on a eu une autre grande affaire en 1971, l'abbé James. Vous dire, l'abbé James, quand il a été annoncé, puis ça, il faut vous le dire. L'abbé James, là, ça, c'était un travail, ça, de 2-3 gars. M. Bourassa, Paul Desrochers, Guy Saint-Pierre, 2-3 autres autour. On était au Conseil des ministres, on participait à tout, mais ça, c'était à lui. C'était à lui, ça, l'abbé James. Vous savez ce que je veux dire? Puis même Desrochers, Saint-Pierre et tout, c'est M. Bourassa qui, c'était son bébé. Et puis je sais que Paul Desrochers, dans le temps, va travailler fort. Guy Saint-Pierre a travaillé fort. Guy Saint-Pierre, j'aimais ça, la façon qu'il travaillait, c'est qu'il travaillait, lui, pour avoir plus d'ingénieurs possible québécois sur ces travaux-là. Parce que lui, il avait une formation d'ingénieur, mais pas des personnes en particulier, mais comme c'était là, on a eu Bechtel, pas pour tout, mais pour certaines parties, parce que Bechtel, on pouvait faire les emprunts plus facilement à des taux
apparemment, qu'on m'avait donné, là, il n'y a rien de mal d'en parler aujourd'hui, à des taux meilleurs que d'autres taux ailleurs. Alors, là-dessus, on peut blâmer pas M. Saint-Pierre, parce qu'il emmenait des gros morceaux. Mais c'est de même qu'il y avait l'organisation financière de ça. Parce que, n'oubliez pas que le fédéral, il n'était pas trop heureux dans ces gros développements-là. M. Bourassa, il traversait ça tranquillement. Puis là-dessus, on peut pas trop, dire que le gouvernement du temps, sur ces discussions-là, ça roulait dans l'huile. Dans l'huile, parce qu'on savait que l'affaire de la Belgique, c'était son bébé, puis il avait étudié bien avant, même, je pense, d'être député. Après ça, il est arrivé l'autre affaire, là. Bien là, j'ai donné bien des fleurs, mais je ne pourrais pas y donner des fleurs tout le temps, durant cette cassette. La charte de Victoria. La charte de Victoria, ça, c'est pas drôle, mes amis, vous savez. Moi, c'est comme je la vois, là. Tout le monde peut contester mon idée. La charte de Victoria nous donnait un vrai droit de veto qu'on n'avait jamais eu. Jamais eu avant. La charte de Victoria nous donnait un vrai droit de veto. Elle nous donnait, d'après moi, 20 fois plus que le lac Mead. En plus de ça, il y avait juste une affaire, puis le lac Mead n'empêchait pas pareil. On ne pouvait pas empêcher le fédéral de dépenser. Là, vous avez la preuve, les bourses du millénaire. Bien là, ils vont finir par s'entendre, ils vont y donner. Si le fédéral décide à McGill, à l'Université de Montréal, d'investir 500 millions, 250 millions chaque dans la recherche, la province ne peut tout pas être contre ça. Il y a des places que des fois, mettons, comme vous regardez aux États-Unis, le fédéral investit dans les États pour le système routier. Je sais que nous autres, là-dessus, mais dans la charte de Victoria, on avait le droit de se retirer avec compensation. La seule affaire, c'est qu'il y en a des ministres avec nous qui voulaient empêcher le fédéral de dépenser. Bien, écoutez, le fédéral, c'est structure du gouvernement fédéral. Es-tu parfaite? Ben non, elle n'est pas parfaite. La nôtre n'est pas parfaite non plus. Mais des hommes qui veulent s'entendre, ça réussit bien à maudire. Au lieu de chicaner, on crée des jobs, on fait travailler le monde. Alors, ce qui est arrivé avec la charte de Victoria, M. Bourassa avait dit oui à Victoria. Ça en vient, il y a eu du cuisinage, là, à un moment donné, on a dit non. Bien, je veux en parler un peu, parce que moi, je tire ça à la fin, j'ai 71 ans. Je cours presque 72, puis je cours fort. La charte de Victoria, si on l'avait acceptée, on ne serait pas arrangé comme on est arrangé là. On ne serait pas arrangé comme on est arrangé là. On ferait nos affaires, on aurait notre droit de veto, on aurait notre droit d'opting out. Il y aurait peut-être que petit départ que le fédéral, qui prend un peu de nos impôts, viendrait distribuer. Mais peux-tu être contre ça? On peut chialer. Parce que j'étais Québécois, trompez-vous pas. Quand j'allais à Ottawa, je défendais les Québécois, je ne défendais pas les Ontariens. Non, 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 non. Mais quand même, il faut travailler ensemble. Quand j'étais jeune, moi, je n'haïssais pas les syndicats. Je ne les haïs pas pour non plus. C'est parce que les gros mangeaient petits. Mais bon. Fait que moi, je me dis, si on se sépare, où est-ce qu'on s'en va? On est gros, on va venir petits. On était tous ensemble. J'ai déjà été opérateur de pelle, j'en ai parlé, une pelle mécanique. On avait un syndicat, on est parti de 2 de l'heure, on a monté à 3 quarts dans 1 an et demi. On se groupe ensemble. On ne se battait pas, rien, on se groupait. Là, on va se dégrouper. Alors, ça, sur la charte de Victoria, je comprends que je peux me faire contredire. Moi, je suis capable de contredire moi aussi, parce que j'étais au Conseil des ministres, moi aussi. Je sais que c'est juste une couple, là, qui ont cuisiné ça. Voyez-vous, là, il y en a une couple, là, qui n'aimait pas ça. Il y en a un qui est maire aujourd'hui, là, puis il y en a un autre qui écrit toujours des grands textes un peu partout, là, et sur la santé, puis un peu partout. Fait que là, qu'est-ce que voulez-vous vous dire? C'est de que ils nous ont emmenés où? Il y en a un qui a été nommé sénateur, il n'a pas aimé ça, il est revenu, il fait plus d'argent dans son bureau privé. L'autre, il a été nommé à Bruxelles, il est revenu, il s'est présenté à la mairie, il a été élu. Je suis bien content pour eux autres, moi. Mais l'erreur de 1970 est là. Et là, c'est pas la santé qu'on a mis en 70. La santé qu'on a emmenée en 70, c'est une perle. Il faut la rafistoler, c'est sûr. Savez-vous, quand on a passé la loi de la santé en 70, savez-vous combien on était? C'était dans la galerie d'octobre, ça. On était 8 dans le petit salon en arrière de la chambre pour ça.
Ça en était des responsabilités, ça. Vous dites que tu avais chaud dans le dos, tu sortais de là, ta chemise était mouillée. Parce que tu fais partie, là. C'est pour ça. Comme la charte de Victoria, qu'est-ce que vous voulez vous dire? Ça m'a bien désappointé. Puis encore aujourd'hui, si on est là-dedans, pour être encore dans le trouble, c'était ça après affaire qu'on n'a pas accepté Victoria. Trudeau nous avait tout. Trudeau, il avait des défauts, c'était un vieux véreux. Mais, le Québec, il est québécois, puis vous remarquez qu'il demeure au Québec à cause. Puis il ne déménage pas. Hein? Ben, Trudeau, quand tu es premier ministre de 10 provinces puis des territoires du Nord-Ouest, tu es bien obligé de prendre soin de tout le monde, mais tu nies pas ta province pour tout ça. Fait que Trudeau, il n'avait pas peur. Il prenait soin de nous autres du mieux qu'il pouvait, mais c'était pas toujours à la façon peut-être que les Québécois auraient aimé ça. En tout cas, pour la charte de Victoria, je donne mon idée. Si on est comme on est à l'heure actuelle, là, toujours dans le trouble, ben, on n'a pas accepté Victoria. Ça, les bonnes choses, il faut les dire, puis les choses moins bonnes, il ne faut pas avoir peur de les dire. C'est ça qui est la vie. En 1er décembre 1971, vu qu'il avait fait une infarctus en 70, j'avais travaillé très fort après, mon docteur David, qui est décédé récemment, m'avait dit baisse donc un petit peu de ton régime de vie pour être capable d'allonger tes jours un petit peu. Fait que j'ai parlé avec le premier ministre, puis à Québec, comme il y en avait qui voulaient faire des gros jumbo. Connaissez-vous ça, des gros jumbo, les anciennes grosses bouteilles? Bien, ils veulent faire des gros ministères. Voyez-vous? Puis ils ne savent pas où ils travaillent, les gars, mais ils ont des gros ministères. Les gars qui sont en haut, les têtes de pipe en haut sont gros. On ne sait pas ce qui se passe en bas, c'est trop gros, en tout cas. Fait que là, ben, il y en avait qui voulaient faire un gros ministère, tout ça. Fait que ça me tracassait, ça m'achalait parce que à tout bout de champ, quelqu'un me disait, c'est vrai qu'il veulent joindre la voirie au transport, tout ça, tout simplement. Pour ça, il y avait Bernard Pinard, qui était ministre de la voirie, et puis qui avait une grande clarté. Parce que Bernard Pinard ne faisait pas une route sans que ça soit planifié, puis ça, il faut lui donner ça. Et il était bien branleux un petit peu, des fois, ça lui prenait du temps à décider, mais quand même, il était bien planifié, puis c'était un sacré bon ministre. Alors, quand j'ai vu ça, au mois de décembre, un matin, j'appelle le premier ministre, je lui dis, peux-tu te rencontrer? Je m'en vais le voir. Je dis, non, c'est ton affaire de jumbo, appelle ça des jumbo. Tu mets la santé avec le bien-être social. Le bien-être social, ils ne sont pas malades, eux autres. Ils n'ont pas d'argent pour manger, puis tu mets la santé du monde qui est malade. Il me semble qu'on pourrait faire une cohésion entre les deux, soigner ceux qui sont malades, puis ceux qui ont besoin d'argent pour le bien-être, et tu t'occupes d'eux autres. Mais non, on fait des gros monstres, là, puis là, des fonctionnaires. Envoyez-vous des têtes de pipe? Ben, c'est ça. C'est pas fini, on va revenir tout à l'heure. Là, je dis à M. Bourassa, j'ai dit, là, tu vas préparer ton gros ministère. Prépare-les, et puis, moi, tu me nommes ministre. Parce qu'il y a une affaire d'être ministre. Que tu aies un gros ministère ou un petit ministère, tu es assis à la table. Tu sais tout ce qui se passe. Voyez-vous? Fait que moi, quand je vois les gars qui disent, ben, moi, je voudrais être... Non. Rentre ministre, soit dans le cabinet, puis tu as de l'ouvrage à faire, puis tu sais où est-ce que tu t'en vas, puis s'il y a des affaires que tu peux changer, c'est là. Fait que la grosseur du ministère, ça ne me dérangera pas. Fait que là, je m'en vais le voir, puis j'ai dit, que tu me nommeras ministre responsable de l'Office des autoroutes, il n'y a plus de président. Et puis j'ai dit, va rester autour pareil, et puis ça me permettait de travailler avec, pour la carte électorale. J'avais des mandats, je travaillais avec Jean Prieur, sur la carte électorale. Je me rappelle, à un moment donné, il voulait enlever le comté d'Huntington. Mais j'ai dit, bon Dieu, c'était un comté, ça. C'est depuis la Confédération. On ne peut pas enlever le comté d'Huntington. Fait que, tu sais, avec Jean Prieur, ça travaillait assez bien parce que il y avait le gros bon sens. Vous savez ce que je veux dire? La politique, c'est comme les lois, ça. Les lois, là, quand les juges, là, les bons juges, ils mettent de l'humanité dans la loi. Parce que les comtés, c'était la même chose. Il y avait des comtés que tu ne pouvais pas enlever. C'était impossible. Par contre, Huntington, Ormstown, tout ça, c'est un petit coin anglo-saxon. Maintenant, je ne l'ai pas avec les autres. Laisse-les là, puis régrandis le comté un peu. Puis c'est ça qu'ils ont fait, puis c'était une réussite. C'était une réussite. Fait que, en tout cas, j'étais nommé ministre des Autoroutes. Et puis, dans le restant du temps, j'ai travaillé sur des mandats un petit peu spéciaux que le premier ministre me donnait. Et puis, en septembre,
1973. Bon, avant ça, on s'était rencontrés, fait que j'ai dit, juste pour prendre la nomination, j'étais président d'office d'autoroute. Et puis, ben, le véreux, il m'a toffé jusqu'à la fin. J'étais prêt à m'en aller, moi, là, j'avais hâte, j'avais ma page, je voulais tourner ma page de bord, puis j'avais hâte de m'en aller, parce que quand tu prends une décision, tourne la page, tourne pas. Je me rappellerai tout le temps, j'avais mes lettres, puis les lettres de la fonction publique, là, tout ça, parce que le premier ministre, il a toutes les lettres. Mais maudit, il m'a gardé jusqu'à la fin, c'était un conseil des ministres qui a duré 5 heures de temps. À la fin, il dit, t'aurais pas pu m'envoyer, on le sait le derrière, il dit, je t'aurais travaillé un peu plus fort. En tout cas, c'est ça qui est arrivé. Je suis arrivé, j'ai été nommé pour 10 ans président de l'Office d'autoroute. C'était une très belle expérience. C'était un petit ministère de la voirie. On avait un budget de 110, 120 millions dans le temps. On gouvernait ça en homme d'affaires. Et puis, dans les 10 ans que j'étais là, on n'a jamais retourné en budget supplémentaire. J'ai toujours fermé mes années, réparé mes viaducs, fait mon asphalte. À part ça, je ne faisais pas du pavage, moi, 2000 à la fois, là, ou 4 km. C'était 20 km à la fois. Bon, ce bout-là, on l'oublie pour 7 ans. Et puis, c'est comme ça que je marchais. Et puis, je me rappelle, à un moment donné, on disait, bien, il arrivait des recommandations pour changer les équipements. Mais vu que j'avais une expérience là-dedans, j'allais voir des chargeurs automatiques, tout ça, ils voulaient me faire changer ça. Ça coûtait 100 000 dans le temps. On faisait tout mettre à neuf au complet pour 30-35 000. Ça n'a pas de misère à gagner mon salaire. Quand le Parti québécois a pris le pouvoir en 1976, ils m'ont paradé quelquefois, mais ils disaient, écoutez, j'avais dit à M. Lessard, je voulais que je m'en aille, je peux même m'en aller. Seulement, vous allez me payer mon fonds de pension, et puis mon salaire, puis tout. Fait qu'il me dit à un moment donné, oui, mais ils n'ont pas passé un arrêté ministériel. Oh, un instant, là. Je n'ai pas un arrêté ministériel, j'ai un engagement de la fonction publique. Il ne connaissait pas celle-là. Lui, il pensait que c'était juste un arrêté ministériel. Mais quand tu as un contrat comme ça, c'est que tu as un contrat avec la fonction publique. Lui, il venait d'arriver, il était jeune ministre, il n'était pas au courant de ça. Mais de toute façon, après ça, il y a de Belleval, il m'avait chalé un petit peu. Mais je pense que le premier ministre du temps, M. Lévesque, avait mis un arrêt à ça. Il dit, parce que j'avais su ça par personne interposée, il avait dit, écoutez, Tremblay fait un bon job. Puis il dit, si on le met dehors, vous allez trouver le payer, puis il va en avoir 150, on va avoir le job, puis on va mettre 149 contre toi. Alors, je veux dire, moi, M. Lévesque, à part de ça, soit en 1967, quand j'ai quitté le parti, quand un homme avait des décisions à prendre, moi, je n'étais pas celui qui allait au micro pour les critiquer, ses décisions. C'est lui qui prenait ses décisions, c'est lui qui vivait avec. Il y en a d'autres qui y allaient, puis qui allaient charroyer un petit peu. Non, moi, je ne faisais pas ça. Puis, dans ce temps-là, je ne savais pas ce qui était pour arriver plus tard. Mais M. Lévesque, en plus de ça, le premier discours que j'ai fait en chambre, c'est le premier qui est venu me féliciter. Parce qu'il avait fait un discours qui touchait un peu partout, vu que j'étais un député de l'île de Montréal, mais que j'avais des racines rurales, c'est qu'à un moment donné, je pouvais faire un discours qui couvrait un petit peu plus grand que certaines personnes dans certaines régions. Alors, c'est ça qui est arrivé. Fait que je suis demeuré aux autoroutes pendant 10 ans. Maintenant, ben, j'aurais des commentaires à faire sur les chefs qu'on a eus. On a eu M. Lesage, c'était chef de l'opposition. J'étais chef d'opposition, j'étais député d'opposition. M. Lesage était un gros travailleur. Un travailleur, c'était épouvantable, ce gars-là, à 7 heures le matin, il était à son bureau, puis il travaillait très fort. Il écoutait, c'est le seul défaut que je trouvais, là, que le dernier qui lui parlait au caucus, bien, c'est cette idée-là qu'il prenait. Ça, je ne sais pas s'il avait amené ça d'Ottawa ou quoi, mais je trouvais que ça, je disais à M. Lesage, parce que j'ai eu un petit peu de difficulté au début, mais après ça, M. Lesage, mettons qu'il voulait aller à quelque part, Georges, viens me reconduire. Georges, arrête ici, Georges, arrête là. Ça fait, il connaissait le monde partout. Je me rappelle, on était parti de la Gaspésie, puis ça avait pris 10 heures à s'en venir. On était parti de Rebouski, puis ça a pris 10 heures à s'en venir. Ben, il connaissait tout le monde, on arrêtait à jaser, tout ça. Mais
et M. Lesage, c'est la seule affaire que je trouvais, le dernier qui parlait, il changeait son idée pas mal. Ça, disons que c'était une affaire que je n'aimais pas. Mais comme travaillant, il n'y avait pas de gars qui arrivait avec lui, politicien. M. Johnson, ben lui, il était plus politicien. M. Johnson, ça, c'était politicien dans le bout des ongles. Je me rappellerai tout le temps, à un moment donné, il y avait Jean-Paul Baudry, il était ministre de l'Industrie du commerce, et puis en janvier 67, puis il voulait passer une loi, puis je suis revenu sur mes affaires que j'ai parlé tantôt, sur les industries, prêter ses bâtisses, oui, non, sur l'équipement. Puis M. Johnson voyait qu'il payait la traite pas mal, j'y allais pas mal fort. M. Johnson descend, puis il évoque le règlement, puis il savait, il connaissait son affaire, il ne révit pas. Mais à un moment donné, il était 10h moins 5, puis il demande l'ajournement. Fait que c'est arrêté. En sortant de la Chambre, j'étais fâché. C'est un jeune député, là, il est fâché en moi. Il prend par le bras, il dit « Non, Georges, qu'est-ce qui est arrivé, là? C'est arrivé en dedans, là? Oublie ça, là. Là, c'est fini, ça. On sort de là, puis on rentre chez Louis-Paul, puis on prend un petit verre, puis on s'en va chez nous. » Mais c'était une leçon de jeune député. Puis tu vois qu'il était bien politicien. C'était un gars qu'à un moment donné, il disait à ces jeunes députés, il disait « Bon, mais Tremblay, là, il a battu les libéraux à la Convention, puis il nous a battus à l'élection. » Il dit, apprenez. Dans le fond, moi, ça ne m'enlevait pas, ça me faisait un petit blot peut-être, mais ces gars avaient dit, bien, mon Dieu, travailler. M. Bertrand, c'était un trop chic monsieur, je pense. Vous savez ce que je veux dire? C'était, comme chef, je savais que c'était un bon chef, mais trop bon. Trop bon. Moi, je me rappelle, je défendais des crédits, quelque chose, puis il était assis en face de moi pour passer une loi, quelque chose. Il était un bon gars, vous savez, c'était un bon père de famille, puis je pense qu'être chef de parti, il faut que ça soit un petit peu plus dur. Mais je veux dire que c'était un Moses de bonne personne. C'est dommage qu'on n'en parle pas, parce qu'il a été avec M. il était au gouvernement longtemps, il était avec M. Johnson, il n'a jamais trahi, puis il avait été battu par M. Johnson. Puis je trouve ça drôle que la presse, les journaux, l'histoire, ils ne donnent pas raison, parce que l'éducation, puis tout, il a fait du gros travail. Parce que quand on a été battu, les cégeps, ça continuait avec lui sur l'éducation, tout ça. L'Université du Québec, à Montréal, un peu partout, Cardinal a repris ça, mais c'est M. Bertrand qui avait pondu ça. Peut-être pas que j'aurais la joie un peu au début, mais vous savez que je veux dire, je pense que M. Bertrand, il n'a pas rendu justice. M. Bourassa, ben ça, j'en ai parlé tantôt, et il y a juste à peu près le reproche de Victoria. Et puis, il y avait d'autres petites affaires. Et ça ne paraissait pas, mais c'était. Il était têtu un petit peu, M. Bourassa. Parce que M. Bourassa, moi, je n'avais pas ce problème-là, mais il y en a qui avaient ça. À un moment donné, il arrivait, puis il parlait à M. Bourassa, puis telle affaire, telle affaire. Puis quand c'est arrivé au Conseil des ministres, là, il disait à un tel ministre, bon, on va étudier ça demain matin. Je leur faisais, soyez certains que c'était dans la poubelle. Hein? Mais il se servait du Conseil des ministres un peu pour refroidir son gars un petit peu. Vous savez? Fait que c'était un gros travailleur. Je pense qu'il a laissé sa marque. Vous savez, on dit souvent, il ne décidait pas beaucoup. Il ne décidait pas, il était lambin un petit peu. Mais il y a quelque chose dans lui qui ressemblait au Québec. Il a été élu en 70, réélu en 73, élu en 85, réélu en 90, 89. Écoutez, là, le monde dit, moi j'aime ça, là, j'ai dit ce que je pense, mais M. Bourassa était le portrait des Québécois. Vous savez ce que je veux dire? Branle-le, bon, oui, branle-le un petit peu, vous savez, on va te faire ça, je ne sais pas, on va te faire ça, je ne sais pas. C'est pour ça que des hommes d'affaires, comme moi j'avais été en affaires, j'ai acheté des camions, puis je décidais. D'autres, McDonald's qui était là déjà, puis l'autre qui était chez Métro. Paul, en tout cas. Ces gars-là n'ont pas pu travailler longtemps. Pas parce que M. Bourassa ne travaillait pas bien, mais c'était trop lent. Vous savez ce que je veux dire? Les hommes en affaires, mais je ne dis pas que sa formule, M. Bourassa n'était pas bonne. Sa formule était bonne, s'est fait élire 4 fois avec des grosses majorités. Fait que, il n'y a pas grand-chose qu'on peut... Puis là, avant de finir, la carte électorale... Ça n'a aucun sens d'avoir 125 députés dans le Québec. Moi, je demeure à Laval, on a 5 députés. Ça n'a pas de bon sens. La ville de Laval devrait être séparée en deux. C'est la ville qui fait tous les travaux. Un député, c'est un législateur. Un législateur,
c'est pas lui qui va donner les permis de construction. Ils font les lois. À Québec, c'est la place du Parlement. Là, on a 125. Allez voir ce qu'ils font, les 125. Il y en a 60, 70, 75 qui travaillent. C'est tout. Moi, je me dis que le Québec devait revenir à 85 à 90 députés. Prenez les comtés ruraux. Les maires ne veulent pas se faire jouer dans leurs affaires par les députés. Les maires, aujourd'hui, ils voient à leurs affaires. Il y a les MRC. Je n'irai pas là-dedans si c'en est trop, mais une chose que je sais, il y a trop de députés. Pas parce que je veux couper des têtes, il y en a trop. Il faudra que le gouvernement vienne avec 90 députés maximum d'un paroisse, que rajoute 3 ou 4 paroisses à un député. Qu'est-ce que ça va changer? Il y a 2 secrétaires dans le comté, des fois 3 secrétaires, il y en a 2 à Québec. Qu'est-ce que ça va changer de mettre 3 ou 4 paroisses de plus à ce député-là? Et puis, on va avoir des députés, puis il y a une autre affaire à rapport à ça que je veux dire. On baisse les députés, puis qu'on les paye. Il n'y a pas un député qui gagne 65 000 par année, cette année, en 98, qui peut vivre avec ça. Ils sortent de là pauvres aides. Et puis, les pensions, ils sont à 60 ans. Fait même donc un gars qui s'en va là à 45 ans, fin terme, fait 2 ans, mais il se fait battre, il faut qu'il attende à 60 ans pour avoir sa pension. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'oubliez pas qu'un député là, qui était 4 ans, qui était 8 ans, quand il part de là, il est orienté, lui. Bien souvent, le notaire tout le plein au notariat, l'avocat de la misère à plaider, et ainsi de suite. Mais là, les députés, mettez-en 85 députés, 90, payez-les. Parce que là, vous voyez, les partis politiques essayent d'avoir des hommes d'envergure pour certains domaines, pas pour toutes, mais comme dans des nouvelles formations, tout ça. Ils ne sont pas capables d'en avoir. Il y a un ministre, là, 112 000 par année, 50 d'impôts. Voyons donc, il n'y a pas... Ça ne prend pas... On ne peut pas une calculatrice pour compter ça. Un député, un ministre, les députés, mettez-en 85, payez-les. Prenez le président de l'Hydro-Québec, gagne 1,5 million par année, plus peut-être des bonus. Le premier ministre du Québec gagne 140 000, 135 000. Voyons, non, ça n'a pas de bon sens. Le premier ministre du Québec fouille dans sa poche pour faire vivre sa famille. Fait que, vous savez, on a des creux. On a trop de députés qui ne sont pas payés. Puis après ça, on chiale après. On dit qu'ils ne sont pas en chambre. Il y en a qui sauvent un voyage de temps en temps, si vous voulez. À part de ça, un gars qui est député, puis une femme qui est députée en chambre avec la télévision, les vêtements, là, ça coûte cher, ça. Tu sais, là, le monde devrait commencer à penser un petit peu à ces choses-là. C'est ça que je voulais dire. Et en plus de ça, mes expériences politiques, à la fin, je voudrais vous les donner parce que je veux juste dire, soit des universitaires, soit des hommes d'affaires, surtout aux jeunes, plongez en politique. Allez-y, n'ayez pas peur. Puis il y a une chose que je vais vous dire, ça ne s'apprend pas au collège, ça ne s'apprend pas à l'université, ça s'apprend sur le champ, se faire élire. Mais si vous allez chercher votre université, vous avez beaucoup plus de facilité. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas besoin, ils vont passer pareil. Mais allez-y, plongez, parce que la politique, ça ne s'apprend pas à l'école, ça s'apprend avec le peuple. On s'en va avec le peuple, on est élu, commencer commissaire d'école. Moi, mon école, c'était conseiller municipal. C'était la plus belle école. Après ça, j'ai été député d'opposition. Voyez-vous, j'ai tout fait mes cours en mon temps. J'ai fini avec un diplôme. J'étais nommé ministre. Voyez-vous, c'est ça. Commencez au premier barreau, puis tu montes. Je dis aux jeunes, allez-y, payez pas peur. Mais vous ne pouvez pas arriver là du soir au lendemain. Il faut commencer à poser des pancartes, des fois, c'est poteaux. Il faut aller voir des candidats, s'offrir. Avez-vous besoin de moi? Oui. Viens, faites tel travail, tel travail. Prenez le nouvelle que vous savez, vous êtes candidat, vous êtes député. C'est ça que je veux donner pour les jeunes qui ne gênent pas. Foncez. S'il y a quelque chose. Vous savez, moi, j'ai foncé, puis je me suis fait retrousser assez souvent. Puis je fonçais pareil. Mais je ne plongeais pas dans une piscine pas d'eau, par exemple. Je m'arrangeais qu'il y ait de l'eau. Mais si je voyais que mon idée n'était pas bonne, je n'avais pas peur de faire un demi-tour, puis me coller, puis dire, là, je ne suis pas correct. Ça arrive, ça, qu'on n'a pas notre idée pour se demander quand les autres nous contredisent. Allez voir pourquoi ils nous contredisent. Puis je vous dis, dans ce temps-là, on se raffine dans nos yeux, puis c'est là qu'on vient à bout de faire de quoi. Maintenant, je suis à la retraite. Pour vous dire franchement, je ne fais pas grand-chose. Je joue au golf un peu. Mon dernier garçon est très malade, fait de la sclérose en plaques. C'est pas facile. Alors, pour savoir que ma retraite, jusqu'à maintenant, elle n'est pas mauvaise, mais
elle est énervante un petit peu, mais comme je ne me suis jamais découragé, du premier camion Ponson à venir aujourd'hui en 98, je ne me découragerai pas en 98, ni en 99, ni en l'an 2000. Il faut regarder en avant. Même à l'heure actuelle, j'ai une voiture d'un an, puis me dit dans 2 ans, on va avoir une neuve, on va avoir 73, 74 ans. C'est ça, il faut aller de l'avant. Fait que les jeunes, tout le monde, allez-y de l'avant, n'ayez pas peur. Puis dites ce que vous pensez, mais pas vous battre. Merci, au revoir.